pour la première fois depuis son déménagement à Oklahoma City, le Thunder est champion NBA, un nouveau champion NBA, le septième en 7 ans, 7 champions différents. On le savait déjà vu que la finale opposait Indiana à Oklahoma City et c'est le Thunder qui a donc remporté ce Game 7 103 à 91, la consécration pour Shai Gilgeous-Alexander, MVP des finales, pour Sam Presti qui a construit décidément beaucoup d'équipes, certaines passées proches du titre et c'est finalement avec SGA, avec Chet Holmgren, avec Jalen Williams qu'il est allé chercher ce titre d'OKC. Et en parlant de ce Game 7, on est obligé aussi de penser à Tyrese Haliburton. On va sans doute y venir. Un Game 7 marqué par la blessure, la grave blessure de Tyrese Haliburton dès le premier quart-temps. Déchirure du tendon d'Achille pour Tyrese Haliburton. Victoire du Thunder. Les gars, vos impressions, ce que vous retenez en premier de ce Game 7 et du coup de ce titre du Oklahoma City Thunder. Je vais commencer si tu me le permets, Théo. Moi, j'aimerais déjà féliciter OKC, mais également les Pacers parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Encore une fois, ils n'ont rien lâché. À aucun moment, ils ont lâché. Ils ont juste laissé les 20 dernières secondes, mais c'était trop dur pour eux. Je suis un peu triste. J'étais neutre dans ces finales, mais je suis un peu triste parce que le scénario, il est cruel. Après, il y a toujours ce match 4 où là, il y a vraiment des regrets en fait pour les Pacers parce qu'en fait, on a vu OKC, c'est tellement une bonne défense que quand tu les tiens pendant plus de 3 quarts temps, il faut finir. Il faut finir surtout à domicile. Et moi, je retiens ça et bien évidemment, je retiens que la défense. J'ai fait exprès d'avoir les deux moufles là sur la défense. Pour moi, ça a été la clé en fait de ces playoffs et de ces finales. Finalement, c'est les défenses qui ont pris le dessus. Pour moi, parce que les chiffres sur des attaques ne sont pas exceptionnels, même OKC, encore, c'est un petit score finalement. Après, pour un match 7, on pouvait s'y attendre, mais encore une fois, je pense que quand même la meilleure équipe a gagné, mais une grosse déception côté Pacers, surtout vu le scénario et cette terrible blessure d'Haliburton. Ouais, c'est marrant parce que comme vous, j'avais pas de préférence particulière dans cette finale. Et c'est l'une des rares fois, je pense, où au sortir d'une finale NBA, je pense avant tout à l'équipe qui a perdu. Alors bravo à OKC, Thunder, ils ont confirmé tout le bien qu'on pensait d'eux. Mais ouais, comme toi, Fred, je voudrais rendre hommage à cette équipe des Pacers. Ils ont fait déjouer les pronostics de tout le monde. Tour après tour, match après match, les miens, à commencer par les miens. Honnêtement, je pensais pas du tout que cette équipe des Pacers pourrait aller aussi loin. Je pensais pas que sa défense pourrait tenir autant de séries, pourrait tenir autant de matchs. Vraiment, je pensais que c'était une équipe qui avait réussi des coups, qui avait des qualités bien entendu, mais je pensais que c'était une équipe qui avait réussi des coups. C'est une équipe qui est incroyable. Jusque dans le quatrième quart-temps, quand ils reviennent encore à -11, il reste 5-6 minutes et je me dis mais ça se trouve ils vont le faire au moment où Shai Gilgeous-Alexander prend sa cinquième faute, j'ai dit mais ça se trouve il y a un scénario où ils le prennent celui-là quoi. Et ça c'est incroyable en fait. Ça c'est incroyable parce que ça arrive pas et bravo à cette équipe qui doute pas. Je vois encore il y a Mathurin sur la ligne des lancers francs qui a l'impression qu'il se parle à lui-même en se disant non mais on va le faire, il a l'air déterminé, sûr de lui. Les larmes d'Aaron Nesmith quand il sort et qu'il se rend compte que finalement ils ont pas réussi à aller jusqu'au bout, incroyable. Bravo Rick Carlisle, meilleur coach des playoffs, haut la main. Bravo à cette équipe. Et puis après on va revenir sur OKC bien sûr, mais le premier truc auquel j'ai pensé c'est cette équipe des Pacers. Fantastique et limite, c'est peut-être sous le coup, tu vois, mais je me dis 2025, je me rappellerai comme l'année où les Pacers ont déjoué tous les pronostics et sont passés à rien d'être champion NBA. Tu me fais une transition parfaite. Je vais aller dans votre sens. J'ai vu Bill Simmons, il a dit quelque chose. Il a dit c'est la première année où je me souvenir plus du vaincu que du vainqueur. Alors c'est toujours dans le style très Simmons de dire ça. Et peut-être que là on est dans l'émotion du moment et que ça va bouger, mais c'est justement ça qui est intéressant. Dans l'émotion du moment, au final on est 3 à mentionner les Pacers. Je vais aller pareil, je vais dans le même sens que vous. Indiana, ça m'a crève-cœur. Tyrese Haliburton qui se blesse. Crève-cœur, même si on sait que forcément il tire sur la corde quand il est blessé à élongation du mollet. Tu sais qu'il y a un risque d'aggraver une blessure. Quand même, crève-cœur. Moi, pareil, neutre, mais neutre et dans le même temps, tu te dis c'est sympa. On peut peut-être assister au titre le
c'est le plus fou de l'histoire. Je suis désolé, je vais continuer à le mettre comme ça. On a tendance à employer des superlatifs un peu facilement, mais je pense vraiment que ça aurait été le cas. Et du coup, voilà, comme vous, l'émotion, c'est de se dire, les Pacers, ils l'ont pas fait, ils l'ont presque fait. Et voilà, on est désolé pour les fans du Thunder là, qui doivent se dire, oh, comment ça, c'est nous les champions, ça ouvre sur 5 minutes, on parle des Pacers. Mais il y a énormément de crédit à ramener aux Pacers. Et ouais, c'est un vrai crève-cœur de se dire que Tyrese Haliburton sort, il y a 16-16, il vient de mettre 9 points, 3 paniers à 3 points, dont 2 loin, 2 paniers loin. Tu sens qu'il commence bien son match, qu'il est dans le match, il est dedans. En plus, il en met 2 de loin, il en rate un aussi de loin. Et dans la foulée, il reprend direct. Ouais, il est à 3 sur 4. Et tu sais, il en rate un. Et la balle lui revient pas longtemps après. Il reprend le même, quoi. Tu sais, tu sens que ça, c'est quand tu es en confiance, quand tu es sûr de ta force. Et ça fait mal. Je dis pas que les Pacers auraient gagné. On n'a évidemment aucune idée de ce qui serait passé par la suite. On a déjà vu le Thunder battre les Pacers malgré un très bon Haliburton. Mais voilà, voilà, obligé de penser quand même aux Pacers après le. Ce qui est étonnant quand tu sais que c'est l'émotion est normalement du côté du vainqueur. Ouais, parce qu'en fait, je reviens à ça peut-être, c'est que l'équipe du Thunder, on savait qu'elle était forte, on savait qu'elle était historiquement forte même défensivement, mais Indiana, au bout du compte, pardon, je pense que globalement, on s'était pas rendu compte à quel point cette équipe est forte et que c'est une équipe qui était au bout du compte bâtie pour embêter toutes les équipes de la ligue avec vraiment des capacités d'adaptation hors normes. Et puis, j'en reviens à ça, cette défense qu'on avait vue par moment, mais voilà, on s'était dit quand même, sur les playoffs, c'est une équipe qui va jouer surtout sur ses qualités offensives, le rythme de jeu qu'ils vont imprimer. C'est en attaque, s'ils gagnent des matchs, ça sera grâce à leur attaque. Et moi, je n'avais pas imaginé que leur défense pourrait être aussi forte sur la durée. Et cette équipe de... Et après, on va parler bien sûr du Thunder, hein, mais c'est juste pour enfoncer le clou, quoi. Comme vous, là, quand Haliburton se blesse, moi, j'étais dégoûté, en fait. En tant que fan de basket, tout simplement, quoi. Je me dis dégoûté. Je pensais que les Pacers allaient décrocher. Et dans la foulée, ce qui est assez impressionnant, c'est que non seulement ils n'ont pas décroché, mais ils ont redoublé d'intensité, je trouve, et de détermination. Siakam a été déterminant en première mi-temps là, pour rameuter les troupes, pour prendre le scoring à son compte. Et on a senti que c'était plutôt le Thunder qui était un petit peu démobilisé pendant quelques minutes. Les Pacers finissent même la mi-temps à +1. Et c'est là que cette équipe, c'est fou, parce qu'en fait, tu te dis, ils se sont battus. Tu vois, je dis... Là, pendant l'été, en fait, je me disais, Rick Carlisle, il va sortir d'une campagne où il aura perdu un game 7, mais je pense qu'il peut dormir paisiblement pendant tout l'été, quoi. Parce que j'ai pas l'impression qu'il va passer l'été à se dire « Ah, mais j'avais encore cette carte dans ma manche que j'aurais pu jouer, que j'aurais dû jouer. » Je trouve qu'ils ont joué tout ce qu'ils pouvaient, quoi. Tout ce qu'ils pouvaient. Et ouais, c'est cette équipe des Pacers, juste pour finir, enfin finir ou non, mais elle est vraiment incroyable. Et c'était pas une équipe de, comment dire, c'était pas une équipe d'un seul coup. C'est vraiment une équipe qui était incroyable. Et sur l'état d'esprit, j'ai l'impression que c'est quand même relativement rare, mais limite cette qualité, on la retrouve aussi chez le Thunder. En NBA, je trouve, de voir des équipes qui sont aussi fortes par le groupe. Souvent, on a l'impression un petit peu, je fais peut-être un raccourci, mais que c'est l'apanage de certaines équipes européennes, que c'est l'apanage de certaines sélections parfois même, sur des compétitions internationales. Moi, j'ai rarement vu ça en NBA quand même. Une équipe dont le groupe, finalement, est la force principale au-delà de la qualité des joueurs intrinsèquement. Ouais. Juste sur un petit mot, du coup, tu t'en parlais sur Rick Carlisle. Je pense que de manière générale, les Pacers, il n'y a pas que Rick Carlisle, mais le staff peut-être va avoir des regrets concernant Tyrese Haliburton. Parce que, mine de rien, et il faut qu'on en parle, parce que souvent on dit no pain, no gain. Ouais, ça se trouve, c'est une opportunité unique. L'équipe ne reviendra pas en finale NBA, donc on prend des risques. Mais on a vu souvent quand les joueurs prennent des risques, et là on l'a vu dans ces playoffs aussi, on a vu Damian Lillard qui s'est fait la même blessure. On a vu Kevin Durant, bon, ça date de 6 ans maintenant, mais c'est exactement la même chose. C'était un problème au mollet qui se transforme en rupture du tendon d'Achille, qui est la pire blessure au basket. Donc là, on tire un trait sur Haliburton pendant 1 an. Est-ce que ça valait le coup? C'est facile de dire ça après coup, de se dire, non, ça valait pas le coup. Mais prennent des risques quand même. Ils prennent de sacrés risques. Les joueurs voudront toujours jouer quoi qu'il arrive. À un moment donné, je me demande si c'est pas au staff d'être un peu plus dur, un peu plus strict. Et je pense que si Haliburton, il se blesse, parce que là, dans ce match-là, il n'y avait pas de calcul. Je pense que sur le match précédent, on l'a vu dans ses courses, il y avait plus de calcul dans ce qu'il faisait. Là,
il s'est complètement lâché. C'est sur une fin de tir. Après, ça revient aussi à ce que tu disais, Théo, sur le Thunder. À chaque fois, il conteste hyper bien les tirs. Et là, finalement, un tir qu'il pensait ouvert, il a été contesté. Donc, il a essayé de redémarrer. Derrière, c'est la blessure. Donc, peut-être qu'il y aura des regrets pour Rick Carlisle et les Pacers à ce niveau-là. Et en termes purement basket, je pense quand même qu'il y a des questions à se poser sur la manière dont les Pacers n'ont pas réussi à trouver Siakam dans des moments importants et sur plusieurs matchs, en fait. Je pense que c'est ça le vrai regret concernant le terrain des Pacers, parce qu'on l'a vu, sans le moteur offensif, c'était plus compliqué en fait de juste toucher la raquette, comme tu le disais aussi dans les podcasts précédents. Donc là, il y a peut-être quelque chose à creuser à ce niveau-là, surtout que Haliburton ne sera pas là l'année prochaine. Donc les Pacers, quelque part, vont devoir se réinventer et je pense que Carlisle, comme tout entraîneur, il va penser à ses finales pendant toutes les vacances, il va penser à un moyen d'améliorer son équipe l'année prochaine. Ouais, vas-y Théo, tu voulais rebondir là-dessus? Non, j'allais dire oui sur Siakam, effectivement, notamment dans le troisième quart-temps, ce qui est le moment où OKC fait le break finalement, et qu'ils arrivent à garder sur la fin. C'est le moment où on voit plus du tout Siakam dans le jeu. Il y a TJ McConnell qui fait un passage extraordinaire, mais c'est là effectivement où je pense que je sais pas s'ils ont arrêté de le trouver. Tu vois, faudrait que je revoie le match en fait. Faudrait que je revoie le troisième carton pour voir comment c'est. Toi, tu l'as revu. De manière générale, en fait, de manière générale, le Thunder défendait très bien au poste. Et sur toute la série, en fait, ça a été très difficile pour lui, parce qu'on l'a vu, très, très physique sur lui, et les arbitres, peut-être on pourra en parler aussi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de même fans neutres qui ont trouvé que les arbitres étaient permissifs concernant le Thunder, et c'est vrai que quand on fait un peu le bilan, c'est sûr que le Thunder, qui est la meilleure équipe, a été quand même favorisé. Enfin, quand je dis favorisé, c'est juste, tu es plus respecté par les arbitres et tu as peut-être plus de calls favorables. Et sur ça, sur la dureté, on a vu que Dort aussi, sur ses floppings, il n'était pas sanctionné. Au contraire, c'est lui qui avait les calls. Et pour revenir à Siakam, de manière générale, le Thunder défend très très bien sur ses prises de position. Et là où les Pacers avaient réussi à le faire, je crois que c'était au match 3, c'était trouver Siakam, mais vraiment au poste haut, très très haut, au-dessus de la ligne des lancers francs. Et les joueurs tournaient autour, et je trouvais que c'était pas mal, et ça on l'a pas du tout vu en fait sur ce dernier match et même sur les derniers matchs, et je trouve que c'est dommage. Alors pourquoi, ça j'ai pas la réponse, et peut-être que Carlisle n'a pas la réponse non plus, mais c'est des choses à creuser. Après c'est facile, on n'est pas certain que ça aurait marché, mais juste d'essayer d'inclure ce joueur qui était pour moi le joueur clé en fait pour que les Pacers puissent croire à l'exploit sur ces derniers matchs. Mais après, c'est facile, toujours, c'est facile de le dire après coup. Mais oui, mais je pense que de toute façon, Carlisle et les Pacers vont devoir réinventer leur attaque en prenant en compte que Haliburton ne sera pas là l'année prochaine. Je vous propose... Ouais, non Théo, dis-moi. Tu voulais... Non, je voulais juste t'inclure dans la discussion aussi, Antoine, sur le point vraiment très intéressant que soulignait Fred sur la responsabilité du staff d'avoir fait jouer Tyrese Haliburton. C'est vrai que c'est des questions qui sont tout le temps très complexes, parce que déjà, nous, on n'a pas toutes les informations. On ne sait pas ce que le staff médical a communiqué comme information auprès du staff technique. On ne sait pas non plus le positionnement précis de Tyrese Haliburton. Est-ce qu'il a poussé à fond pour pouvoir jouer ce match? Ce qui est vrai, c'est que dès les premières minutes, on le sentait beaucoup plus libéré. Je te rejoins, Fred, qu'au match précédent. Il était plus incisif. Limite, là, si tu regardais ce début de match sans savoir qu'il était blessé, c'était invisible. Tu ne pouvais pas deviner qu'il était blessé. Et je pense qu'il y a un fond de vérité dans ce que tu dis. Le fait de jouer libéré, il n'y a pas de calcul, et certainement la blessure vient de là. Mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué parce que si tu es le joueur, effectivement, tu dis c'est cette année ou jamais. Et même si t'es le staff, regarde les Pacers, ils ont mis 25 ans à revenir là, quoi. Tu sais pas si tu reviendras ici avec Haliburton, avec un autre joueur. Rien n'est garanti. Donc, moi, à titre personnel, je pense effectivement que la santé des joueurs est le plus important, sans doute. Et en même temps, si tu es un joueur et que tu dis, mais si ça se trouve, je reviendrai jamais en finale NBA, que ça soit... que je puisse jouer la saison prochaine ou pas, ça se trouve, c'est ma seule chance. Donc, je comprends aussi pourquoi un joueur peut pousser à se dire, non, je me sens mieux, ça va le faire. Et encore une fois, ce qu'il faudrait qu'on ait, c'est vraiment les données du staff médical. Tu vois, si le staff médical met vraiment un drapeau rouge en disant, attention, là, le risque est vraiment très prégnant ou pas. Parce que finalement, il y a aussi des joueurs qui se sont fait des ruptures du tendon d'Achille sans avoir été blessés auparavant, tout d'un coup. Donc, mais c'est vraiment une question intéressante. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine.
Je suis pas sûr d'avoir vraiment un avis sur la question. Je pense que si tu es à Liberton, tu sais qu'il y a un risque. Comme toi, je sais pas en fait sous quel angle je me place. Est-ce que je me place sous l'angle de la franchise? Est-ce que je me place sous l'angle des coachs? Je pense que c'est même pas le même que celui de la franchise. La franchise, tu as forcément une vision un peu plus à moyen long terme. Et si je me place sous l'œil du joueur, je pense que l'œil du joueur, je veux jouer. Ça, c'est évident. Après, comme a dit Fred, ouais, il a très bien dit, tu vois, les joueurs veulent toujours jouer, c'est pas eux qui ont toujours à avoir le dernier mot. Si je me place sous l'œil du coaching staff, bah, je suis peut-être tenté aussi de le faire jouer, en fait. Ça dépend vraiment, comme tu as dit, mais on est vrai. En fait, si tu es le staff ou les joueurs, ouais, c'est ça. Tu es vraiment dans les tranchées de ces finales. Je dis pas que le GM, il est pas dans les tranchées, mais il peut avoir un peu plus de recul. Et du coup, lui, se dire, bon, non. Et il y a un autre point important, c'est qu'à Liberton, le moment où on apprend qu'il se réaggrave sa blessure au mollet, Indiana a mené 3-2. Donc, c'est le Game 6 où c'est à la vie, à la mort à domicile. Tu voyez ce que je veux dire? Si tu abordes le Game 6 en menant 3-2, tu peux un peu plus te permettre de te dire, OK, ce match-là, juste, ça va être Bénédicte Mathurin et TJ McConnell qui vont prendre ces minutes et on se débrouille comme ça. Mais là, ils sont menés 3-2. C'est difficile à dire. En tout cas, la NBA va devoir doit vraiment se poser des questions sur ces blessures. C'est la 3e en 2 mois. En 2 mois de playoff, on a eu 3 déchirures. Il y a eu Lillard. J'ai lu que c'était la 3e, j'arrive pas à trouver le 3e. Il y a eu Lillard. Oui, il y a Lillard à Liberton et qui est le 3e? Il y en a un autre. Ah oui, Tatum, bien sûr. Bien vu. Tatum. 3e en 2 mois, 3e sur une campagne de playoff et 3 stars. 3 stars pour le coup. Donc il y a forcément quelque chose à creuser, quoi. Après, je pense pas que ce soit le match 6 qui a conditionné la blessure en match 7. Tu vois, enfin, je pense que la blessure, de toute façon, elle était existante. Il aurait même pu se faire ça dans le match 6, mais comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il était vraiment plus dans le calcul dans le match 6 et que là, il se blesse justement parce qu'il ne calcule pas. Mais de manière générale, on sait très bien qu'il y a un phénomène de surcompensation quand tu es blessé. Et c'est Derrick Rose, quand il s'est fait la rupture du ligament croisé, il s'est fait l'autre genou en revenant. Parce que inconsciemment, tu compenses en fait. Mais bon, c'est une question qui est peut-être un peu trop philosophique d'un côté aussi. Et peut-être que c'est mieux qu'on passe à autre chose parce que là, on pourra en parler pendant 1 heure en fait, de ça, avec tous les cas précédents. C'est marrant de voir s'il y a justement des infos qui sortent après un peu du staff. Là, pour l'instant, ils ne veulent pas parler quand ils parlent de la blessure d'Haliburton, Carlisle, il ne voulait pas en parler. Évidemment, les joueurs, ils en parlent comme un crève-cœur, c'est ce qui est normal. Il faudra voir si dans les semaines, dans les mois, je ne sais pas si c'est ce genre d'informations qui vont filtrer un peu, qui vont sortir dans la presse. On verra. Tu as commencé à parler du 3e quart-temps, Théo. C'est vrai qu'à la mi-temps, mine de rien, malgré la blessure d'Haliburton, donc la blessure d'Haliburton, c'est à 4,55. Enfin, c'est à un peu moins de 5 minutes de la fin du premier quart-temps. Je le disais, il y avait 16 partout. À la mi-temps, Indiana est quand même devant 48-47. On est encore sur un match très serré, très défensif. Et dans le 3e quart-temps, l'accélération du Thunder. Moi, perso, j'ai eu le sentiment que c'est le moment où le Thunder s'est un peu lâché. Il y a eu un ajustement, d'ailleurs, à la mi-temps. J'imagine que vous allez parler. Alex Caruso, qu'au passage j'ai trouvé excellent encore une fois sur ce match. Bref. Alex Caruso est rentré dans le 5 à la place d'Isaiah Hartenstein. Le Thunder a fini par avancer, pas que d'ailleurs aussi avec Hartenstein sur le terrain dans ce 3e quart-temps. Il y a plusieurs line-up qui ont bien fonctionné. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était le moment où OKC s'est lâché un petit peu, a mis du rythme, a joué des contre-attaques. Il y a eu un peu de réussite, il y a des tirs qui sont rentrés, des 3 points un peu différents d'ailleurs, des 3 points qui venaient souvent sur des passes de Shai Gilgeous-Alexander, mais des pénétrations profondes, bizarre dit comme ça, de Shai Gilgeous-Alexander avec des passes qui ressortent de plus loin du coup à 3 points. Et ouais, OKC qui du coup a fait la diff sur ce 3e quart-temps, qui a pris alors c'était dans le 4e, mais jusqu'à 22 points d'avance après par la suite. Et il y a ce moment clé là où en fait l'écart avant le 3e quart-temps, il n'avait jamais dépassé plus de 6 points. Et tu as ce moment où Miles Turner met un 3 points pour égaliser. Et derrière, SGA, il met un gros 3 points. Alors là, pour le coup, il s'est créé son tir lui-même. C'était face à Nesmith. Derrière, il crée justement ce dont tu parlais. En fait, j'ai trouvé qu'il a joué de manière très juste. Il a pris beaucoup de tirs. Mais surtout sur la première période, il a lâché le ballon au bon moment. Et on a vu, en fait, Indiana n'a pas du tout défendu en zone, comme on le pensait. Mais le truc, c'est que sur leur indiv, face à Shai, ils étaient vraiment très, très, très resserrés dans l'axe.
même ceux qui étaient derrière la ligne à 3 points, plutôt dans l'aile ou même au centre, ils venaient faire des prises à 2 sur Shea qui pouvaient lâcher. Et il y en a une qui lâche comme ça à Chet Holmgren, et derrière, il y en a une autre qui lâche au tout dernier moment à Jalen Williams qui met le 3 points. Et là, c'est 9 points d'écart. Et je crois que Carlisle prend un temps mort. C'était le plus gros écart. Et clairement, pour moi, c'est le tournant du match. C'est ce passage-là où OKC fait un run, 3 tirs à 3 points de suite, alors que les Pacers venaient d'égaliser. Donc ouais. Bon, on n'en a pas parlé aussi de ce qui s'est passé sur le début de match. Et sur le début de match, j'ai trouvé qu'il y avait de l'adresse des deux côtés. 16-16 avec, on avait dit, Haliburton qui met 3 points. Il était dans un registre shooter, vraiment un peu comme on l'avait vu sur le match précédent. Et moi, ce que j'ai aimé d'OKC sur la première période, c'est comment Hartenstein a été remis un peu plus au centre du jeu, avec notamment beaucoup d'actions où justement c'est lui le point central et que les joueurs tournent autour de lui. Et je trouve que ça a très bien fonctionné. Et que Hartenstein, même s'il n'a pas une ligne de stats phénoménale, je trouve que ça s'est quand même vu. Il a 4 passes décisives, et les 4 ont été faits dans la première période. Donc, c'est des petits ajustements comme ça qui a dynamisé un peu plus l'attaque de Kessie, à mon sens. Ouais, complètement. Je vais commencer sur Shai Gilgeous-Alexander, qui était MVP des finales. Je crois qu'on ne l'a pas précisé encore en toute logique, ceci dit. J'avais été assez dur à son sujet après le Game 6. Je l'avais vraiment trouvé mauvais, je vais dire, pour un joueur de son standing, bien entendu. Et là, je l'ai trouvé excellent, du début à la fin. C'est un des meilleurs matchs que je l'ai vu jouer, je pense, en tant que vraiment créateur. Il a sur ce match, alors, il n'a pas une adresse phénoménale. C'est aussi, il faut rendre le crédit aussi à la défense des Pacers, mais je trouve qu'il a parfaitement su jauger comment faire jouer son équipe, comment jouer pour lui. Au niveau du rythme, c'était beaucoup mieux que le match précédent, et notamment, c'est un petit peu ce à quoi tu faisais allusion, Fred. Je pense qu'il a compris comment fonctionnait la défense des Pacers, et très vite, quand il voyait qu'il ne pouvait pas aller au bout, il a ressorti. Et c'est pour ça qu'il termine avec 12 passes décisives, je crois, une seule balle perdue. J'ai noté sa première balle perdue, elle arrive à 7 minutes 50 de la fin du 4e quart-temps. Donc il a fait 3 quarts-temps quasiment parfaits en termes de ratio passes décisives, balles perdues. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment excellent. Et par rapport à ce que tu disais sur Hartenstein, je te rejoins complètement. J'adore ce joueur. Notamment, ce qui était là, le Thunder a un peu changé sa rotation finalement quand il commence avec les deux bigs, mais finalement c'est Chet qui est sorti en premier et Caruso rentre et joue avec Hartenstein dans le premier quart-temps, et c'est là que la défense d'OKC commence vraiment à se mettre en action. Jusque-là, c'était effectivement beaucoup d'adresses de part et d'autre, et c'est à partir de ce moment-là vraiment il y a eu un coup de jus pour la défense d'OKC, et c'est là que les balles perdues ont commencé à s'accumuler du côté des Pacers, et ça a été finalement, si tu regardes le box score, je pense que c'est quasiment le box score quand on regarde les stats collectives auxquelles on s'attendait pour quasiment toute la série, avec beaucoup de balles perdues provoquées par OKC, une adresse à 3 points faible pour le Thunder, mais voilà, ils ont compensé par toutes ces balles perdues. Au bout du compte, les Pacers perdent 21 ballons. Donc voilà, et encore, c'est la stat que tu sortais la dernière fois, Fred, et tu as raison, c'est la plus déterminante. Il y a un différentiel de plus 17 au nombre de tirs tentés. OKC a pris 17 tirs de plus que les Pacers. Et là, voilà, c'est juste trop, en fait. Ils ont pris pas mal de rebonds off, le Thunder aussi. Et notamment dans le troisième quart-temps. Il y en a pas mal. Il y en a plusieurs de Holmgren, de Caruso. Je ne sais plus qui d'autre prendrait. Mais il y a pas mal de rebonds offensifs dans ce troisième quart-temps, justement, sur des tirs ratés. Ouais, où tu as des deuxièmes chances. Holmgren, on va sans doute pouvoir en parler aussi. Je voulais ajouter un truc sur le troisième quart-temps. Ah oui, si, je voulais juste donner une stat sur SG, sur les victoires. Donc, dans les 4 victoires d'OKC, il est 8, 10, 0, passes décisives. Ça, c'était le match où ils font le gros comeback, mais il met 15 points dans les 5 dernières minutes, et 12 passes d'ess. Il y a quand même une différence. Pour les défaites, c'est que des stats faibles. C'est 2, 3, j'ai plus les chiffres exacts. Mais en gros, il y a quand même une vraie différence. La création de SG a un vrai impact. Et sur les derniers matchs, OKC, je trouve que la balle circulait moins quand même. On l'avait tous dit, il y avait nettement moins de passes. Alors là, je ne sais pas que la balle circulait, enfin, ça circulait plus, mais la création d'SGA, ça rejoint tout ce que vous avez dit, ça tend à montrer que ça aide le Thunder à vraiment faire fonctionner son attaque. En fait, le Thunder, c'est ce qu'on a dit, c'est une attaque qui est méthodique. Le Thunder a le meilleur arrière de la ligue, et finalement, Daigneault mise énormément là-dessus, sur le fait que Shai, en fait, à lui tout seul, il crée l'attaque. Et là, la différence, c'est que, comme tu l'as dit, Théo, il a lâché les ballons au bon moment. Sur les matchs précédents, il gardait peut-être ne serait-ce qu'une seconde de trop,
et la prise à deux arrivée, c'était trop tard, c'était trop difficile. Là, il a vraiment senti les bons moments pour lâcher la balle justement au moment opportun et ça fait une très grande différence. Et après, c'est vrai que le style de jeu d'OKC ne va pas plaire à tout le monde parce que justement, il y a beaucoup de ciblage de mauvais défenseurs. Donc, le ballon, ils perdent peu de ballons et parce qu'il y a aussi peu de passes finalement. Sauf quand Hartenstein est là et qu'ils déploient leur jeu plus en mouvement et que moi, je préfère en fait. Quand il y a plus de jeux, on l'a vu, hein, quand Hartenstein avait le ballon, ça bougeait beaucoup plus et ça offrait d'autres opportunités de tir. Comme tu le disais, il y avait des 3 points aussi qui étaient trouvés différemment. Donc, non, ça, c'est vraiment à mettre aussi au crédit de Daigneault, comme on en parlait aussi la dernière fois, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'est fait outcoacher sur plusieurs matchs? Oui, mais je trouve faut aussi lui donner beaucoup de crédit parce qu'il a gardé son plan de jeu, il s'en est tenu à son plan de jeu et l'histoire lui a donné raison. Et je pense qu'il doit aussi être félicité et être considéré comme l'un des meilleurs aussi coachs de NBA, même s'il a l'équipe autour qui fonctionne bien, mais lui aussi est pour beaucoup, je pense. Et lui aussi, c'est un jeune coach. On dit on n'arrête pas de parler du jeune âge de cette équipe, mais ça s'étend aussi à leur coach. Et puis alors c'est pas sa première campagne de playoff, mais il y a aussi un apprentissage parce qu'en fait, la grande force, tu vois, là où j'ai trouvé Carlisle fantastique durant tous ces playoffs, j'avais le sentiment qu'il avait, je sais pas, comme tout un registre de plans de jeu différents en fonction des situations. Et en cours de match, il arrivait, on en a parlé à plusieurs reprises, gérer les temps faibles, se dire on va laisser passer l'orage, mais par contre on va grignoter petit à petit et à un moment on va mettre ça en place. Ça a été payant quasiment à chaque fois. Alors que j'ai l'impression que sur Daigneault, en fait, il avait des plans de jeu par match. Mais en gros, mais c'est extrêmement difficile. Hein. Si le plan de jeu fonctionnait pas, j'ai eu le sentiment de voir parfois moins d'ajustements en cours de rencontre qui permettaient de vraiment changer le cours de la rencontre. Mais bon, ça c'est ma perception de l'extérieur déjà. Hein. Je dis pas que c'est la réalité. Et en plus, voilà, Carlisle, il a 35 ans d'expérience au plus haut niveau avec des campagnes qui l'ont emmené déjà à être champion NBA. Il y a aussi un apprentissage là-dessus. Après, juste un dernier mot sur ça. Quand tu as l'équipe, entre guillemets, la plus faible sur le papier, tu es obligé d'être plus créatif aussi pour que ça fonctionne. Et moi, je pense que Daigneault, il s'est juste dit, bah voilà, moi j'ai confiance en mes joueurs, je sais ce qu'ils peuvent faire. Et en fait, juste en ajustant les match-ups, ça peut passer. Alors, avec un gars comme SGA, c'est vrai que tu le mets face à quasiment n'importe qui, il va pouvoir scorer. Donc, je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Mais ce que tu dis, mais c'est forcément vrai. Carlisle, il a plus d'expérience, donc il sent aussi mieux ses moments. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas les mêmes effectifs, c'est vrai que le coach qui va être plus créatif, on va avoir tendance à plus le valoriser. Et je pense que Daigneault, il a aussi largement sa place dans le panthéon des meilleurs coachs. En fait, ça se voit plus, forcément. C'était l'underdog, ça se voit plus, tes ajustements, enfin, comment dire, vu que ton effectif peut vite paraître surexploité par rapport à OKC. Tu as parlé de l'âge, Théo, de l'âge du coach, de l'âge des joueurs. 25 ans de moyenne d'âge, c'était l'équipe la plus jeune de la ligue. C'est la deuxième équipe la plus jeune de tous les temps à remporter un titre. Ils n'ont que 2 joueurs de plus de 27 ans. Il y a donc Daigneault est un jeune coach. Shea va avoir 27 ans. Il y en a 26 pour l'instant. D'ailleurs, ce qu'il a accompli à 26 ans le place déjà parmi les plus grands de l'histoire parce qu'à cet âge-là, il n'y avait que Karim Abdul-Jabbar, je crois, qui avait déjà été MVP des finales, champion et meilleur marqueur. Ça se joue à quelques mois. Ça, c'est des stats un peu tirées par les cheveux. Dans le fameux run dont tu parlais, Fred, le 9-0 avec les 3 paniers à 3 points, chacune des 3 stars d'OKC a marqué un 3 points chez Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren. Les 3 sont très jeunes. Il y a forcément l'envie de parler du futur pour OKC. On peut peut-être d'abord aussi parler d'Holmgren quand même. Qu'est-ce qu'il est excellent sur ce match, Chet Holmgren, incroyable. Franchement, incroyable. C'est pas comme si c'était une surprise. On se doute évidemment qu'Holmgren est très bon, mais il finit donc avec 18 points, 8 rebonds, 5 contres. Excellent en défense, excellent en deuxième rideau. Je trouve qu'en fait, à partir du moment où Indiana revient à moins 10, en fait, la présence d'Holmgren fait que, ok, t'imagines, c'est lui qui te laisse être serein en mode mais c'est mort, ils peuvent rien faire en fait. Parce qu'il y a les 5 contre, mais il y a le nombre de tirs que les gars ne prennent pas parce qu'il est là. TJ McConnell, notamment, cette action, il arrive à pénétrer et qu'il n'arrive
même pas à tirer parce qu'il y a Chet Holmgren. Quelque part, il y a ce côté licorne défensive avec Holmgren. Et on l'a vu dans cette série, c'est vrai qu'offensivement, il y a plein de fans ou de suiveurs de NBA qui ont été déçus du rendement d'Holmgren parce qu'il n'a pas d'adresse à 3 points dans cette série. On l'a vu sur les premiers matchs, il ratait aussi des tirs faciles au panier. Par contre, défensivement, là, on a vu qu'ils étaient déjà partis des très grands et des meilleurs postes 5 parce qu'en défense, il était capable de tout faire, protéger le cercle, sortir sur les ailiers quand il y avait des switches sur pick and roll. Ça, je pense que c'est ce qui lui donne la plus grosse valeur, c'est ça en fait. C'est ça, parce que des bons protecteurs de cercle, il y en a beaucoup en NBA, mais des gars capables de défendre face à un poste 1, enfin ça c'est beaucoup plus rare, et ses stats ont été excellentes. Il me semblait avoir vu ça avant le match 6, mais les stats des Pacers face au switch d'Holmgren, mais c'était 0,6 points par possession, donc c'était ridicule en fait. C'était ridicule parce que le mec est grand, le mec est mobile et il est dur. Il est dur, ça se voit pas parce qu'il est assez maigre, mais il est très très dur et dur au mal aussi. On l'a vu sur le match 4 où il se défonce, il se fait 2 fois la cheville, il reste sur le terrain. Et ouais, sa performance défensive est un peu à l'instar de Casey, incroyable. Et bah, il faut aussi mentionner Caruso dans ce qu'ils ont fait défensivement, parce que Caruso, il est déterminant aussi sur son entrée en jeu. Ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est qu'en finale NBA, il y a toujours un joueur, une de tes stars, à de très rares exceptions, qui va être moins bon en fait que ce à quoi tu avais pensé. Ça a pu être j'ai pas les stats sous les yeux, mais de mémoire en 2015 quand les Warriors sont champions, Klay Thompson n'est pas extraordinaire en termes d'adresse. En 2008 quand les Celtics sont champions, je crois que c'est Ray Allen dont l'adresse à 3 points chute par rapport à la saison régulière. Et ce que je trouve très fort en fait dans le cas de Chet Holmgren, c'est que il a trouvé d'autres points sur lesquels être important pour aider son équipe. Et il n'a pas laissé son manque d'efficacité offensive lui bouffer l'esprit au point de ne plus pouvoir être aligné sur le terrain, en fait. Et ça, c'est aussi la marque d'un joueur qui a un vrai mental. Et c'est une chose voilà, qu'on sent chez lui depuis le début, quasiment, quoi. C'est vraiment un battant. Et c'est aussi le signe, je trouve, d'une solidité collective. C'est-à-dire que il a continué à avoir des ballons, en fait. L'équipe n'a pas arrêté de lui donner des ballons. Et pour aller un petit peu au-delà, parce qu'on en a beaucoup parlé au sujet des Pacers, sur le fait que les Pacers soient bien préparés, en fait. Et c'est aussi la responsabilité du staff technique. Et là, tu sens aussi que, globalement, dans l'organisation, ils ont su comment faire en sorte de le garder engagé, certainement même de lui pointer des éléments, en fait, sur dire, bon, bah, là, si tu mets les points, c'est super, mais si ça tombe pas, c'est pas grave. Par contre, ça... défense, rebond, revenir contester les tirs, on t'attend là-dessus. Et il a répondu complètement à l'appel. Et c'est un joueur qui a quoi, 1 saison et demie dans les jambes. Enfin, non seulement il est jeune, mais il a très peu d'expérience quoi, à ce niveau-là. Et ouais, moi, j'ai trouvé... En tout cas, hier, il était fantastique. En défense, là, effectivement, dans le 3e quart-temps, il est partout à la fois. Et tu le dis, Fred, il y a les contres, mais il y a tous les... Voilà, la dissuasion, sa manière de ressortir. Et même, on voit la dissuasion parfois au cercle, mais ce que tu disais, il vient sur les close-out, du coup, le mec refait une passe. En fait, c'est une possession gagnée, en fait. Pour toi, en tant que défenseur, tu as fait ton job. Ouais, il est extraordinaire. Vous voulez peut-être parler de mon Caruso, on a commencé à le dire. Bon, comme d'hab, au final, on a un peu l'habitude. J'ai trouvé que non seulement il est. En fait, Caruso, dès la première mi-temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il pas le seul à empêcher OKC de sombrer, tu vois, parce que OKC n'était pas forcément parti pour sombrer, mais il maintient, à part les quelques matchs Caruso où il passe à côté, ça arrive, il y a quelques matchs où il est mauvais, mais c'est quand même assez rare. Généralement, il te donne en plus de te donner un plafond, il te donne aussi un plancher. Il n'y a pas tous les joueurs qui te donnent à la fois un plafond et un plancher, je trouve qu'ils te donnent un plancher défensif et ils mettent tout de suite 2-3 points qui, pour le coup, évitent que Indiana, tu vois, prenne 6, 7, 8 points d'avance et se mettent dans un rythme et commence à lâcher les chevaux. On sait comment ça se passe avec les Pacers dès qu'il y a de la confiance. Lui, ces 2-3 points ont été très importants. Après, sa défense, évidemment, tout du long, ses coupes, ses rebonds offensifs. Enfin bref, Caruso, comme d'hab, sacré pioche. J'ai mentionné Sam Presti tout à l'heure. Le Thunder l'an dernier finalement était pas si loin, tu l'avais dit Fred, faire venir Hartenstein, Caruso, clairement. C'est clair. Ben là où il a été peut-être un peu plus surprenant, Caruso, c'est en attaque.
Clairement, je pense que c'est le joueur le plus adroit. Il faudrait vérifier les stats. Il me semble que sur cette série des finales, là, c'est lui qui est le plus adroit à 3 points. Alors, en termes de volume, c'est pas mal aussi. Enfin, faudrait vérifier. Mais moi, je vais regarder ça tout de suite, mais je pense aussi. Je pense aussi, parce que Cason Wallace a été très maladroit, donc il y a de fortes chances. Il est effectivement et Dort est à 44% sur ces finales quand même. Ah ouais, d'accord. Sur ce dernier match, il me semblait avoir quand même du déchet, mais... J'aurais jamais pensé que Dort était à 44% sur ses finales. 44,7 même. Ouais. Et Caruso, là où il a été très bon, c'est sur lui, enfin, sur les prises à deux. Il y a McConnell qui a souffert. On n'en a pas parlé, mais sur la première période, j'ai trouvé que McConnell était vraiment en souffrance face à cette défense agressive. Et on ne l'a pas vu toucher la peinture comme il sait si bien le faire. Et il a perdu beaucoup de ballons. McConnell, je crois qu'il en perd 8. 7 pertes de ballons. Et Caruso, il y est pour beaucoup. Il y a Wallace aussi qui fait un excellent passage sur lui. Mais ouais, sur le début de match, ça a été compliqué pour McConnell. Et après, sur le troisième quart-temps, on a eu un truc où c'était le seul Pacers à marquer sur 10 minutes, il me semble. En prolongement entre le troisième et le quatrième quart-temps, il n'y a que lui qui avait marqué. Et justement, lui a trouvé des tirs sur le côté tout-terrain, et ça, on peut en parler aussi. Ça, une des clés du match, ça a été ça aussi, la transition offensive des Pacers, qui était inexistante dans cette rencontre, notamment parce que OKC a très bien géré le tempo, en fait. OKC a été en maîtrise. Pour moi, ce que je retiens aussi, mis à part la blessure d'Haliburton, qui est un élément clé de cette rencontre, c'est à quel point OKC a maîtrisé finalement le tempo. Et peut-être que les Pacers les ont aidés aussi, parce que les Pacers n'ont pas défendu tout terrain, comme on a pu le voir sur quasiment toute l'intégralité de ces finales. Déjà, on l'avait vu sur le match précédent où ça défendait demi-terrain. Là, on l'a vu, et je pense que finalement, ça a bien aidé OKC à maîtriser son rythme, en fait. Ouais, c'est vrai aussi que sans Haliburton, tu n'as plus cette première passe de relance très vive et parfois très longue. Il n'y a pas d'autres joueurs en fait qu'on constate dans leur registre du côté des Pacers. Vous parliez de Caruso, ouais, lui, Caruso, Dort et Cason Wallace, 3 interceptions chacun et qui ont été déterminantes à chaque fois, des interceptions un petit peu coup de massue, soit des moments où les Pacers pouvaient raccrocher, soit des moments où vraiment ils étaient déjà un petit peu largués et derrière ça les remettait encore la tête plus sous l'eau. Super pioche. Bon, ça, on savait, hein, pour le coup, on savait Caruso, Hartenstein, on savait que c'était des pioches parfaites pour cette équipe du Thunder. C'est dommage quand même pour les 7 balles perdues de TJ McConnell. Il a vraiment été très bon dans le troisième quart-temps. C'est lui, pour le coup, à un moment qui les tient un petit peu. Il met 10 points, je crois, un truc comme ça, 10 ou 12 points dans le troisième quart-temps. Il met 12 points de suite, il me semble. Ouais, super joueur, quoi. Et en fait, on en revient, ces deux équipes, vraiment... elles sont... alors, ok, si tu as une formulation qui est plus classique dans le sens où tu as ton meilleur joueur, ta deuxième option, ta troisième option. C'est plus classique, mais malgré tout, en termes de groupe, ces deux équipes, je les trouve assez atypiques. Et moi, j'ai été hyper touché pour le coup par les larmes à la fois de Aaron Nesmith à la fin, quand il sort, quand il voit que c'est fini, et aussi celle de Jalen Williams, en fait. Parce que quand tu es aussi jeune, voilà... On sait, tu vois, par exemple, je sais que Richard Jefferson ou d'autres qui ont été tout de suite en finale NBA et dès leur première saison quasiment, qui se disent ouais, mais ça va être comme ça toute ma carrière. En fait, tu te rends pas compte en fait de ce que ça coûte en fait d'arriver à ce stade-là de la compétition. Et cette équipe du Thunder, d'une certaine manière, elle m'a un petit peu fait penser à l'équipe des Warriors de 2015. Où quand ils arrivent face aux Cavs qui sont décimés par les blessures, on se dit bon bah ça va être facile. Et finalement c'est pas facile, c'est pas si simple que ça. Faut batailler. Et quand on voit ce que les Warriors sont devenus par la suite, je pense que c'est cette finale accrochée dans la douleur. C'est peut-être en plus parce que ça se termine par un titre. Ce qui pouvait arriver de mieux en fait à cette équipe du Thunder, que ce soit pour le coach, pour les joueurs. Maintenant ils savent à quel point c'est dur. Et je pense que là, pour le coup, quand tu repars l'an prochain, tu repars pas en disant que tout est acquis. Tu sais à quel point ça a été dur d'en arriver là. Et c'est un petit peu ce qui fait peur avec cette équipe potentiellement. Tu dis, offensivement notamment, on a vu que le début de ce qu'ils sont capables de faire normalement. Il y a beaucoup mieux d'un point de vue individuel, progression individuelle, mais aussi collective. Tu dis, il y a tout un pan encore de leur jeu qui doit pouvoir être développé pour la suite.
On peut parler de l'avenir si vous voulez, à part si vous voulez revenir sur le game set encore, s'il y a certains aspects que vous vouliez aborder. On n'a pas trop parlé des perfs de Nesmith. Bon, après, c'est. Je vais juste Voilà, rebondir sur ce que disait Théo sur vas-y. les interceptions, parce que finalement, ça a donné. Il y a 32 points marqués par OKC après perte de balle provoquée, contre 10 Ouais, c'est seulement pour énorme. Indiana. Donc là, il y a un différentiel de 22 points. C'est énorme. C'est tout mis bout à bout, en fait. OKC a gagné toutes ces petites batailles. Le rebond offensif, c'est OKC qui le gagne aussi. Il y a 22 points marqués sur rebond offensif contre 15 pour les Pacers. Les Pacers qui ont été aussi performants en rebond offensif, mais il y a OKC qui est quand même plus performant. Donc, sur toutes ces petites batailles, sur les marges, sur les possessions, c'est OKC qui a été devant. Et pour moi, en fait, le titre leur revient amplement. C'est amplement mérité, en fait. Quand on regarde ce match 7, le match 7 a été maîtrisé et bravo eux, parce qu'on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé des Pacers. Et là, pour le coup, OKC a vraiment mérité son titre sur ce match. Pour moi, il n'y a pas photo. Mais du coup, ouais, on peut parler un peu de l'avenir du Thunder. Premier titre, on a dit équipe âgée de 25 ans de moyenne d'âge. Deuxième équipe la plus jeune de tous les temps à remporter le titre. Deux joueurs seulement de plus de 27 ans. Effectivement, il va y avoir de la progression individuelle. C'est une équipe qui est pas encore au niveau de la taxe, quoi. Elle est championne sans payer la taxe. Ça n'a pas dû arriver souvent, ça. Je crois que c'était la première finale entre deux équipes qui ne payaient pas la luxury tax. Donc, ils ne sont pas encore dans les fameux épreuves. Va y avoir évidemment beaucoup de prolongations à venir. Chez Guilloussen, 10 millions sur 4 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux redonner Ouais, le salaire, s'il te plaît? Ouais. Chez Gilgeous Alexander, il peut prendre 290 millions sur 4 ans, quelque chose comme ça. C'est son extension à venir. Il y aura les extensions de Williams, les extensions d'Holmgren. Il y a 13 pics sur les 7 années à venir. Il y a Nikola Topic, qui n'a pas encore joué, qui est rookie, qui était annoncé haut, qui finalement est pris en 12 parce qu'il était blessé justement au moment de sa draft. Il n'a pas joué toute la saison. J'aime pas le mot dynastie. Je trouve qu'on s'enflamme vite après chaque champion. Je me souviens qu'après, quand les Nuggets ont été champions, c'est le noyau dur est jeune. Quand les Celtics ont été champions, c'est le noyau dur est jeune. Mais là, pour le coup, le noyau dur, il est vraiment jeune. Alors, peut-être dynastie au sens Lakers et Bulls du terme, je suis pas sûr que ça existe encore. Mais dynastie à l'échelle Spurs Warriors de on va être compétitif pendant 10 ans, c'est quelque chose qui me semble nettement dans les cordes du Thunder. Ouais, mais les problèmes vont commencer aussi, justement. Avec, comme tu l'as dit, c'est encore des contrats rookies pour Williams, pour Holmgren. Là, il y a des questions qui vont se poser, forcément, lors des prolongations de contrats, parce que est-ce que ces joueurs-là vont réussir à avoir leur contrat max? Peut-être, mais si c'est le cas, ça voudrait dire que il y a la moitié de l'effectif qui va changer. Après, c'est peut-être une stratégie aussi d'avoir ces trois-là sur la durée et avoir des joueurs qui progressivement vont faire leur trou. Ils ont été très performants au niveau du scouting, sur les drafts, sur les échanges. On l'a vu, c'est pertinent. Donc en fait, je pense qu'ils ont de la matière, enfin, ils ont du savoir-faire et ça leur donne aussi une marge à ce niveau-là. Donc ce qui va être intéressant, c'est justement voir quels joueurs vont rester, quels joueurs vont partir. Je parle des role players, mais c'est cette question des contrats aussi, elle m'intéresse à plus long terme pour voir est-ce qu'ils vont vraiment donner le max à Holmgren, est-ce qu'ils vont vraiment donner le max à Williams, parce que ça va avoir des conséquences. Est-ce que Shea va justement faire une petite ristourne sur son contrat? Ça, c'est des questions à voir, à se poser. Ce qui est super intéressant, en fait, cette équipe de OKC, elle est trop bien bâtie parce qu'en fait, ils ont le contrôle de tous leurs joueurs, au moins pour la saison prochaine. Donc, ils ont le luxe aussi de ne pas être sous la pression, en fait, de devoir se poser les questions. Je pense que, en ce qui concerne leurs jeunes Jalen Williams, Chet Holmgren, ils seront amenés à signer des extensions probablement au max. Et ce qui est intéressant, c'est tout le catalogue de futurs choix de draft qui leur reste en stock parce qu'ils peuvent très bien se dire on va donner l'argent à ces joueurs-là et derrière on va trouver à la marge par la draft, en échangeant des picks contre des role players qui nous semblent nous de qualité, qui vont remplir parfaitement le rôle qu'on veut leur assigner. J'ai l'impression que tout est vraiment en place pour que le Thunder continue d'être compétitif. Moi aussi j'ai vraiment hâte de voir ce que Nikola Topic pourra donner, quel type de minutes il aura l'an prochain, quel sera son rôle. J'ai trouvé ça
très marquant et intéressant de voir qu'il était sur le banc pendant tous ses matchs, pendant tous les playoffs. Il a fait la campagne en étant sur le banc. Tu sens qu'il y a quand même la volonté de l'intégrer à ce qui se passe. Et juste un petit mot, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, puis là j'avais oublié en regardant les salaires. On a un Français champion NBA à nouveau quand même. Donc chapeau à Ousmane Dieng. Il a peu joué durant ce round de playoffs, mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de Français, si je me trompe pas. Donc, Puis à Miami? Non, je dois oublier quelqu'un. non, il y a eu Miami, c'était 2011. Non, après il y a eu Parker et Diao, ça va être les derniers, je pense. Toupane? Toupane, oui, avec les Bucks. Toupane, c'est le dernier. Il est dans le roster des Bucks, absolument. Ouais, bien vu. Et juste, oui, pour rebondir sur ce que tu disais, Topic, ça fait aussi penser à Holmgren, qui, lors de sa première saison, finalement, est blessé. Oui. Il a passé toute la saison, en fait, dans l'environnement de la franchise, et ça l'a aidé, on l'a vu. Hein, il a pris une année d'expérience, mine de rien. Même s'il n'avait pas joué, je pense que pour Topic, ça va être la même chose. Et effectivement, on va voir comment il va être intégré l'année prochaine. Ça risque... Moi, je m'attends à ce que ce soit cool. Après, voilà, pour essayer de nuancer sur cet aspect-là, c'est vrai qu'une fois que tes 3 joueurs ont le max, en supposant effectivement que chacun prenne le max et que personne fasse une ristourne, un geste commercial, j'allais dire, si chacun, comme tu l'as dit Fred, derrière, tu es obligé de retrouver des role-players. Après, voilà, je vais te répéter Théo, effectivement, tu as des pics. Les pics, ils peuvent servir soit à drafter des mecs éventuellement que tu considères comme prêts. Et si en plus, si tu as 2-3 pics par draft, tu peux te dire, bah, ok, au pire, il y en a 2 où on se rate, mais il y en a un dans le lot qui peut devenir un role player chez nous. Et peut-être qu'un jour, on peut laisser partir plus facilement un Ron Wiggins, peut-être qu'Hartenstein, dont le contrat est que partiellement garanti, peut-être qu'à un moment, on le laisse filer parce qu'on est persuadé que Holmgren a passé un cap et qu'on va trouver tel gars qui va réussir à compenser. Donc, soit tu t'en sers pour effectivement drafter et trouver une pépite ou un rôle. Là, on ne parle même pas de trouver une star, trouver un role player. Ce que le Thunder d'ailleurs a su bien faire. Et Cason Wallace, au final, c'est un role player aujourd'hui dans leur effectif. Il est très jeune, il est sophomore. Soit parmi ces pics, t'en échanges. Tu as plein de monnaies d'échange pour aller chercher d'autres role players à la place, pour trouver d'autres. Ça sous-entend aussi qu'il faut que tu aies un propriétaire qui soit prêt à payer la taxe chaque année. Ce qu'il n'a jamais fait pour l'instant. Ce qu'il n'a jamais fait pour l'instant, mais bon, c'est la première fois qu'ils sont champions depuis l'arrivée à Oklahoma City. Peut-être que ça peut l'aider à motiver, même s'ils avaient déjà fait finale. Finalement, le trade de James Harden part d'une volonté de la part du proprio de ne pas surpayer, enfin de ne pas payer la taxe pour cet effectif. C'était une autre époque. On verra ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a effectivement plein de cartes en main. Juste le CBA, effectivement, reste contraignant. Et une fois que tu as plein de joueurs au max, ça reste toujours compliqué quand même. Faut refaire encore et encore les bons choix. En fait, c'est ça. C'est que tu es constamment obligé de... trouver Caruso Hartenstein, c'était parfait. Mais là, dans un an... voire même dès maintenant, en fait, Sam Presti va devoir trouver encore des bons choix. On voit que le Thunder, même en étant une équipe qui a beaucoup gagné, a eu du mal à gagner en finale. Voilà, c'est juste pour nuancer un tout petit peu. Vas-y, Fred. Après, comme on disait, vu qu'ils sont jeunes, le trio noyau dur, je ne sais pas si on peut appeler ça le noyau dur, mais 26 ans, Jalen Williams, c'est quoi? C'est 24 ans, Chet Holmgren, c'est 23. Tu te dis, oui, dans 10 ans, tu seras encore compétitif, en fait. Sur les 10 prochaines années, tu seras compétitif parce que ces 3-là te permettront d'être compétitif à l'Ouest. Malgré, bon, voilà, on parle aussi beaucoup de Victor Wembanyama. Et c'est sûr que quand on parle de dynastie, il faut prendre en compte aussi la concurrence. Et qu'il faudra voir. Il faudra voir comment la concurrence s'organise parce qu'en fait, la défense d'OKC, je pense, va inspirer beaucoup d'équipes en NBA. Pour le coup, et tout le monde va être gagnant à ce niveau-là. Et les attaques vont aussi s'adapter à la défense d'OKC, comme on a vu aussi que les Pacers avaient su, à un moment donné, trouver une clé en fait pour les mettre en difficulté. Il va y avoir voilà, de plus en plus d'équipes qui vont se construire pour battre le Thunder. Donc ça va être intéressant aussi. Si on sort juste du Thunder et de la situation du Thunder contractuelle, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer en termes de jeu, l'impact que ça va avoir sur la NBA, en fait. D'avoir une équipe aussi forte défensivement, comment les autres équipes vont s'adapter. Et moi, je pense qu'on a déjà vu voilà, un semblant du futur avec ce que les Pacers ont proposé. Et je pense que d'autres équipes vont se baser sur ça, sur du jeu tout-terrain, sur de la vitesse, sur beaucoup de transitions, ce qui a mis en difficulté le Thunder. C'est marrant, je regardais les stats sur la série.
j'étais un petit peu comme ça globalement du côté du Thunder. Et alors c'est une stat qui vaut ce qu'elle vaut, mais Chet Holmgren, c'est lui qui a le meilleur plus-minus de tout le Thunder sur la série. Et c'est marrant parce qu'en fait, avec son adresse fluctuante et parfois ce que tu vois sur les matchs se retranscrit pas toujours d'un point de vue statistique. Donc voilà, je vous livre juste cette stat, je la trouve intéressante. L'autre qui est marrante, c'est le troisième, Kenrich Williams, qui a tout le temps été bon sur des tout petites séquences, mais qui a vraiment tout le temps été bon quand il est rentré sur le terrain. Et je pense que parfois on sous-estime effectivement le rôle de... Alors ça, c'est vraiment des role-players de role-players. C'est un mec, au début du match, il ne sait pas s'il va rentrer sur le terrain, mais la capacité que Kenrich Williams et les Pacers aussi ont été exemplaires là-dessus, quoi. Tu rentres... Tu vas peut-être jouer 2 minutes, tu vas peut-être en jouer 10, on ne sait pas, mais il faut que tu sois bon et que tu fasses ce que tu sais faire du mieux que tu peux. J'ai beaucoup aimé ce que Kenrich Williams a fait durant ces playoffs. On peut aussi parler justement un peu de l'avenir des Pacers. C'est plus compliqué parce que donc cette année, c'était la confirmation d'une surprise. Je pense que personne ne s'attendait à les voir en finale de conférence l'an dernier. Personne ne s'attendait nécessairement à les voir en finale NBA cette saison, mais quelque part, eux y ont cru et c'est la confirmation de leur parcours de l'an dernier. Oui, ils ont joué des équipes blessées encore cette saison, mais ils ont réussi à montrer... Je crois que c'est un peu ce que tu disais au début. Finalement, si le Thunder, c'est un beau champion, c'est aussi parce qu'on a eu des superbes finalistes. Je peux le tourner comme ça. Mais Indiana, par contre, du coup, l'avenir... En fait, avant le résultat de cette finale, j'imagine qu'il y a toujours des raisons d'être optimiste, mais il y avait des raisons de se dire... En fait, si Indiana perd, ils ont quand même plein de pics et des joueurs disponibles. Peut-être qu'eux aussi peuvent faire un gros transfert, en fait. On ne les cite pas souvent. Leur groupe est une force et évidemment, il ne faut pas non plus complètement briser le groupe, mais c'est une équipe qui peut être en mesure de faire un trade et de se dire, l'Est, maintenant, c'est à nous et on va prendre le contrôle. Là, Indiana, l'an prochain, a priori, il n'y aura pas Tyrese Haliburton. S'il se blesse aussi tard au tendon d'Achille dans la saison, je pense qu'on ne le reverra pas avant c'est quasiment, tu vois, c'est acté. Tu y rejoueras qu'en 2026-2027. On parlait, Fred, en off avant de commencer de la situation de Miles Turner, qui est free agent. Il y avait une volonté, pour le coup, des propriétaires de le re-signer, quitte à aller au-delà de la taxe. Mais là, maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que vraiment tu le re-signes si l'an prochain, tu sais que tu es une équipe qui est privée de son meilleur joueur, en tout cas peut-être pas de son meilleur... C'est toujours un délicat avec Siakam, même si je pense qu'Haliburton reste le meilleur joueur, mais tu es privé en tout cas de ton meneur, ton maestro, etc. Il y a beaucoup de questions autour de l'avenir des Pacers, du coup. Ouais. Moi, je me pose sincèrement la question, hein, parce qu'on sait que c'est jamais évident une année à vide comme ça. Finalement, les Warriors ont su faire le dos rond. Ils ont connu cette situation avec Klay Thompson, la blessure de Klay Thompson. Ils ont fait une saison horrible où Steph Curry se blesse aussi. Derrière, ça leur a donné des atouts aussi. Il y a Jordan Poole qui s'est bien développé durant cette période-là. Donc, il y a peut-être une opportunité de voir à plus long terme, mais c'est jamais évident de se dire on va payer la taxe alors que notre meilleur joueur est absent et qu'on va sans doute être en dessous de ce qu'on peut être en fait et qu'on va finalement juste viser peut-être un premier tour des playoffs et viser à plus long terme. Mais bon, ça, j'ai pas la réponse, personne n'a la réponse. C'est des choix de propriétaires, c'est des choix de dirigeants et c'est clair que c'est pas une situation qui est facile et c'est là aussi où je reviens sur cette question de est-ce que c'était pertinent de prendre ce risque avec Haliburton. Bon, maintenant, voilà, encore une fois, c'est facile à dire maintenant, mais bon, il faut y réfléchir. Je pense, ce serait bête quand même que les Pacers fassent tout partir en l'air à cause de cette blessure. Je pense qu'il faut maintenant, pour eux, construire sur du plus long terme, miser sur des bons joueurs. Je pense que Miles Turner est un joueur qui a beaucoup de valeur en NBA. Même s'il a été maladroit dans ses finales à 3 points, je pense que son tir et son côté défensif, en fait, c'est ça. Hein, quand on a un pivot qui est capable de shooter à 3 points et qui est capable aussi de bien défendre, protéger le cercle, faire des séquences très intéressantes aussi quand il était loin, parce qu'il a très bien défendu aussi sur Shai. Hein. Il faut le dire aussi, il a fait un très, très bon passage durant ces finales. Donc, à voir pour les Pacers, à voir sur ce qu'ils vont vouloir faire à plus long terme, mais c'est sûr que cette blessure d'Haliburton, elle est terrible. Vraiment, elle est terrible pour le projet de cette équipe. Ouais, complètement, parce qu'en fait, la problématique, c'est pas simplement de se dire on va payer la taxe l'an prochain,
C'est le problème, c'est quand tu dois repayer la taxe, c'est la repeater's tax, et c'est là où en plus, ça n'a pas juste un impact sur tes finances, c'est un impact vraiment sur ta capacité à construire ton roster, sur les échanges que tu peux faire. Et moi, je te rejoins, je te rejoins, Fred. Je pense pas que d'un point de vue même stratégique, de construction d'équipe et d'un point de vue performance pour l'avenir, vu comme le cap fonctionne, que ce soit un pari qui vaille le coup de se mettre, de payer la taxe dès la saison prochaine. Et Miles Turner, il a été excellent. Hier encore, il y a une situation franchement de jeu de contre-attaque qui revient. Ils sont 3 contre 1. Il arrive à empêcher le Thunder de marquer. C'est vraiment une possession extraordinaire, je trouve, défensivement. Mais à moins que lui accepte de prendre moins d'argent pour rester à Indiana parce qu'il a fait toute sa carrière là, il sort d'une finale NBA et il veut rester. Finalement, je ne sais pas si les Pacers vont pouvoir le conserver parce que quand je regarde le reste du roster, est-ce que tu peux te séparer d'un mec comme Aaron Nesmith quand tu vois à quel point il a été déterminant dans ton équipe, à quel point il a parfois été le point d'ancrage de ta défense. Ça me semble compliqué, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer au bout du compte. Alors que je me disais, finalement, Turner qui est dans les rumeurs de départ depuis 4 ans, où on se dit il va pas rester aux Pacers, me dit non, là ils vont le garder en fait. Il est essentiel lui aussi dans cette équipe. Là je serais plus étonné maintenant finalement si on me disait qu'à début de saison prochaine, Turner était toujours dans le projet. Enfin, était toujours aux Pacers, parce que là, là pour le coup, je te rejoins, c'est alors qu'on se disait, l'Est, tout est ouvert, mais par contre, les Pacers ont quand même une vraie longueur d'avance sur tout le monde, et ils repartent finalement comme ils se retrouvent au même point que tout le monde, avec même plus handicapés, parce que comme les Celtics, ils n'ont pas leurs meilleurs joueurs. Et je regardais justement, j'étais en train de regarder un peu les contrats des Pacers, voir est-ce qu'il y a un joueur un peu payé autour des 10 millions que tu peux sacrifier, essayer de faire un espèce de salary dump avec une équipe qui a de la marge sur le cap, quitte à sacrifier un pic, tu vois, essayer de rester sous ce seuil. C'est vrai que c'est dur, hein, c'est dur de choisir. Hein, ils sont tous, comme tu as dit, Nesmith, il est à 11 millions, mais il est important. Il y a Obi Toppin qui passe à côté de son game set pour le coup, qui a 14 millions, mais il est aussi essentiel dans son rôle. Après, Siakam, Haliburton, c'est intouchable. Puis derrière, Nembhard, il est à 18 millions, il est titulaire. C'est compliqué. C'est des contrats longs, du coup, pour Nesmith et Nembhard. Il me semble que c'était un contrat Non. Alors, Nesmith, pardon, je te réponds tout de suite. Nesmith, 2027. Toppin, ça va jusqu'en 2028. Toppin, peut-être, c'est celui que tu peux éventuellement sacrifier, je pense, parce que le combo, ce qu'il apporte, plus son salaire, fait que c'est peut-être Toppin que tu peux aller essayer de refourguer. Il a 14, 15 et 16 millions. Mais Nesmith, ça reste 11 millions, ça reste flat jusqu'en 2027. TJ McConnell, c'est 10 millions, puis 11 millions, puis 11 millions. Donc, ça va quand même jusqu'en 2029 où il a une option. Et Nembhard, effectivement, ça monte pareil 18, 19, 20 jusqu'en 2028. Mais c'est que des bons deals quand même. Quand tu regardes combien il te coûte et ce qu'il t'apporte sur le terrain. C'est peut-être le contrat le plus cher payé par rapport à il apporte, hein. C'est pas ça, mais s'il y a un coup à faire, je pense que c'est plutôt de son côté. Et juste pour finir, par rapport à ce que tu disais sur Turner, sur un poste 5, quand même, c'est compliqué à trouver. Donc, c'est pour ça que je me dis, tu as un bon poste 5, pourquoi le faire partir? Moi, je pense que ça vaut le coup, justement, de prendre plus de risques sur Turner et de se dire, un Nesmith, on en retrouvera en NBA. Tandis qu'un Turner, c'est quand même plus compliqué, à mon sens. Les pivots sont super rares. Ouais. Pardon, vas-y Théo. Non, c'est possible. Je sais pas en fait, parce qu'il a complètement relancé sa cote aussi, Turner. Il va intéresser beaucoup d'autres équipes, tu vois. Je sais pas où ça va se situer sur Aaron Nesmith. Je comprends en fait, mais je suis pas sûr qu'à ce salaire-là, tu trouves un autre Aaron Nesmith en fait. C'est ça qui est incroyable. La valeur de son contrat, elle est folle. Là, je regardais. Encore une fois, c'est une stat qui vaut ce que ça vaut. C'est lui qui a le meilleur plus-minus de toute son équipe sur les finales NBA. C'est dingue. Qui aurait imaginé ça quand il partait de Boston? Enfin, là, chapeau quand même aussi au GM et puis au staff des Pacers d'avoir vu ça en ce jour-là, quoi. Mais ouais, ça va pas être simple. Et du coup, tu peux juste, si tu as les salaires, Antoine, au-delà de Haliburton et de... Tu les as plus peut-être? Si, je le rouvre vite fait. Non, je me demandais quels étaient les plus gros salaires actuels là, du côté des Pacers. Dans l'équipe, c'est Nembhard après le troisième. Donc Haliburton et Siakam, ils sont tous les deux à 45 millions. Et derrière, on a Nembhard qui est à 18 et Toppin est le 4e salaire. Je pense vraiment que Toppin est le gars. En plus, Toppin, si tu pars dans l'optique que Haliburton, il n'est pas là l'an prochain, donc tu es juste sur la transition de OK, on reste compétitif,
on essaye de pas on veut absolument pas passer au-dessus de la taxe ou se retrouver dans un éperon, mais parce qu'au-dessus de la taxe, je pense qu'ils vont pas en être loin, en tout cas avec si on part dans l'optique de prolonger Turner, qui va être éligible, il peut prendre, je sais pas, ça va être du 30-35 millions l'année quand même à Turner. Ça commence à être cher. Après, d'un coup, ton équipe, c'est différent. Je pense que Topin, ouais, tu te dis, ok, c'est à partir de 2027 qu'on redevient vraiment compétitif. C'est peut-être plus grave si on n'a pas Topin à ce moment-là. Il y aura peut-être un autre joueur qui peut bouger d'ici là. Il y aura, tu vois, si jamais un jeune se développe, va savoir comment Mathurin il va se développer. Peut-être qu'à un moment tu te dis, ok, on a peut-être moins besoin de ce Walker gars-là. aussi. Jarras Walker qui n'a pas joué des finales. Il est blessé, ouais. Ouais, il y a des options. Peut-être que tu vois, peut-être qu'à un moment. Alors McConnell, c'est différent. Il représente tellement dans l'effectif déjà sur le terrain et même le leadership, etc. Mais il peut y avoir des options qui peuvent être trouvées par-ci, par-là. Peut-être que j'ai parlé de Mathurin, mais peut-être que Mathurin il voudra signer ailleurs à un moment pour un rôle plus important et un contrat plus important. Il a montré finalement, lui, c'est vraiment un sacré guerrier. Parce que tu as parlé sauf les 20 dernières secondes. Mais lui, même encore, à 25 secondes de la fin, il est encore en train de contester des remises en jeu, alors qu'il y a moins 13 ou moins 14. Moi, j'aime beaucoup. Il se bat et il a mis 24 points d'heure dans le game 7, je crois, quelque chose comme ça. Je crois qu'il finit meilleur marqueur des Pacers. Enfin, il finit meilleur marqueur des Pacers, je crois qu'il a 24 points. Il y a du déchet, mais c'est un tel battant, franchement. Je trouve que c'est le genre de gars, quand même, tu sais qu'il va faire des erreurs, mais si tu dois être dans les tranchées, je prends beaucoup de guillemets autour de ce terme-là, tu veux un gars comme ça avec toi, quoi. Sur le début de match, il met des tirs. Il met des tirs. C'est lui qui maintient aussi Indiana dans le rythme et qui les fait jouer les yeux dans les yeux contre cette équipe d'OKC. D'ailleurs, il débute le troisième quart-temps, si je ne me trompe pas. Oui, c'est lui. C'est pas McConnell, c'est Mathurin qui commence dans la deuxième mi-temps à la place d'Haliburton. Oui. Ce sera peut-être ce qu'ils vont faire l'an prochain. Peut-être que Mathurin, je pense même que c'est ce qui est parti. McConnell est dans un rôle de backup qui lui colle parfaitement. Et je pense que Mathurin aura l'occasion de se montrer en tant que peut-être que lead ball handler, quoi. Ça, c'est peut-être lui qui sera la première option offensive. Il y aura Siakam, tu vois. Ou Neymar, non? Ils auront besoin de. Je sais pas si c'est le. Je sais pas qui aura plus le ballon en termes d'utilisation. Je parle purement d'utilisation. Ça se jouera entre. Oui, peut-être que ce sera Nembhard qui avait d'ailleurs montré sans Haliburton sur les 2 matchs. Sans Haliburton lors des finales de conf. C'est vrai qu'il se blesse aussi en finale de conf l'an dernier, Haliburton. Les 2 matchs sans Haliburton, c'est Nembhard qui a pris le relais. Mais faut voir, parce que Mathurin, il est pas tout à fait sur la même trajectoire que Nembhard. Je sais pas comment, mais peut-être que ce sera Nembhard. Mais comment dire, l'an dernier, par exemple, Mathurin est blessé aussi d'ailleurs. Il joue cette série ou pas? Non, il est blessé à l'épaule. Il est blessé, tu vois. Mais Mathurin, il est quoi? C'est un 5e choix de draft. Ou quelque chose comme ça. Tu vois, il a un peu ce statut de... Après, oui, Nembhard a plus d'ancienneté là maintenant dans cet effectif. Mais ça dépend comment ça se passe en fait. Pardon. C'est plus sur le style de jeu en fait. Je le vois pas comme un créateur pour les autres en fait. Tu vois, c'est plus un... Je parle pas pour les autres. Peut-être qu'il va le développer. Oui, mais tu vois, quand je vois ce qui fait la richesse du jeu des Pacers avec ce ballon qui vole à travers le terrain, je sais pas si c'est le mieux adapté pour initier les premiers mouvements en fait. C'est ça. Je le vois plus comme un finisseur et comme un joueur d'impact et de percussion que comme quelqu'un qui va initier le mouvement de ton équipe à ce stade-là, quoi. Mais moi, je parlais d'usage. J'étais vraiment sur l'usage. En gros, ce qui va être la stat de l'usage rate à la fin de la saison, je me dis que Mathurin sera peut-être celui qui aura le plus gros usage rate. Et donc, ça revient aussi à être finisseur sur les possessions. Mais effectivement, on va voir comment les Pacers jouent. On a fait le tour de ces finales. Il se trouve que juste avant le Game 7, il y avait un certain trade qui était tombé quand même. C'est pas n'importe qui, c'est Kevin Durant. C'est ironique d'ailleurs, le Thunder est champion quelques heures après un nouveau transfert de Kevin Durant. Oui, c'est vrai. Et depuis que KD il est parti d'OKC, il a quand même jamais retrouvé son équipe. Il a jamais eu. C'est-à-dire qu'à Golden State, il est champion, mais c'est un peu le truc. C'est pas vraiment son équipe. Il a toujours été un peu genre la pièce rapportée. Je force le trait. Mais à Brooklyn, ça aurait pu être son équipe, ça n'a pas marché. Ça a été son équipe, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, lui, des fois, c'est même écarté de la situation en mode non, mais moi, je suis juste là pour jouer, etc. À Phoenix, on voit ça n'a pas marché. Là, maintenant, il va se retrouver donc à Houston. Ce trade, on va en parler cet après-midi. On fera un podcast. Fred ne sera pas là. Donc, Fred, si jamais tu veux peut-être t'exprimer sur le trade, n'hésite pas. Je rappelle juste la donnée du trade. Kevin Durant donc aux Rockets contre Jalen Green, Dillon Brooks,
Le 10e choix de la draft 2025, qui ironiquement était un pick des Suns, hein, mais qui revient aux Suns. 5 seconds tours, et c'est tout. Je crois que c'est. Ouais, c'est ça. C'est ça le deal. C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien à ce stade, ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah, moi, je veux juste dire que je suis quand même assez étonné de voir à quel point la perception du public concernant Kevin Durant, j'ai l'impression que le public le voit plus du tout comme le Kevin Durant hyper bon, hyper efficace. Je pense que sa personnalité joue beaucoup. Et dans la réalité, enfin dans les faits, son niveau d'efficacité est encore au niveau des tout meilleurs de NBA. Si on regarde ses points par tir, c'est au-dessus de Steph Curry sur les 4 dernières saisons, par exemple. Donc, pour moi, Kevin Durant, c'est encore un attaquant exceptionnel en NBA. Moi, j'avais écrit un article dessus dans les sessions de basket session, justement. J'aurais bien aimé le voir au Magic. J'aurais bien voulu voir le Magic prendre un risque, quitte à se séparer des Franz Wagner pour Kevin Durant. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas aimé ce trade, mais moi, dans la logique, en fait, c'est qu'on a un top attaquant de NBA. Alors, il y a ce côté instable, mais moi, je pense qu'à 37 ans, enfin, j'espère pour lui qu'il va trouver un peu cette paix intérieure qu'il n'a jamais trouvé en NBA finalement. Jamais trouvé, ouais. Il a toujours cherché son équipe, comme tu dis, il ne l'a jamais trouvé. J'espère qu'à 37 ans, il va se contenter de ce qu'il a et qu'il va juste jouer comme on aime le voir. On aime le voir finisseur, que ce soit en catch and shoot, en ISO, voilà, ça reste un sublime attaquant. Moi, sur le côté blessure, j'ai pas de doute sur le fait qu'il puisse tenir sans se blesser. Justement, je pense qu'en fin de carrière, il va plutôt se gérer. Et je pense que ça peut être une superbe... En fait, peut-être pas une première option, mais une superbe deuxième ou troisième option pour une équipe. Alors après, à Houston, je ne sais pas si c'est l'équipe qui parfaite pour lui, parce que justement, il va avoir encore énormément de responsabilités à Houston. Et bon, on verra. Pour Houston, c'est une superbe nouvelle, parce que ça reste un scoreur d'élite, et l'équipe en a besoin. Et pour Durant, je ne sais pas si c'est l'équipe qu'il lui faut dans le sens où là, il va être quand même hyper responsabilisé. Moi, j'aime beaucoup le fit. Moi, j'ai beaucoup de questions sur son état de santé à son âge, personnellement. Je pense qu'il n'y a pas tant d'équipes ambitieuses pour lesquelles je trouvais que c'était un bon fit, Kevin Durant, à ce stade de sa carrière. Et Houston fait partie de celle-là. Pour moi, c'était peut-être Denver et Houston. Je pense que c'était les deux meilleurs fits. Ce que j'aime beaucoup avec Houston, c'est que je me dis, dans l'absolu, j'espère que c'est ça qui lui sera vendu si les Rockets veulent que ça marche. Ça doit pas être ta première option pendant 3 quarts temps et demi. Par contre, ça doit être ta première option dans les 5 dernières minutes, là où Houston calait, en fait, là où il n'y avait pas suffisamment de solutions. Et je pense que voilà, ça va être une identité défensive très forte. Bien sûr, il va mettre ses points, mais en termes de minutes, j'espère vraiment, et je pense que ça va être ça, qu'il va être suffisamment épargné voilà, que ses minutes seront en baisse par rapport à ce qu'il a pu connaître par le passé. Et que par contre, voilà, si sur la fin, tu pourras jouer avec lui en première option, avec toutes les autres armes de Houston, je trouve que c'est vraiment un très bon fit pour Houston et pour lui. Je ne sais pas s'il y avait mieux à aller chercher à cette intersaison. Moi, je vous donnerai mon avis du coup dans le podcast cet après-midi. Je me garde mes billes. Allez écouter ça cet après-midi sur Basket Session, sur la chaîne Basket Session. Dernier petit mot avant qu'on termine. Juste, il y a aussi une finale en France, championnat de France. Monaco est revenu à hauteur de Paris. Il va forcer un Game 5, victoire de Monaco contre Paris, 80-74. Est-ce que l'un de vous veut dire un petit mot sur le match? Alors, je ne l'ai pas vu. Donc, ouais. Je l'ai pas vu, donc je peux pas en parler. C'est juste que il y a même Jaïté qui s'est blessé. Je pense que ça c'est quand même l'info qui est à retenir. Bon, Paris à domicile. Je pense que là tout le monde attend ça. Va y avoir du monde. C'est le dernier match sans doute de cette équipe. TJ Short, Yantunen, ces mecs-là, Ward, ces mecs-là vont partir. Nadir Ifi, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, voilà, ça va être l'apothéose d'une superbe saison, il faut le dire aussi en Betclic Elite. Donc moi, j'ai raté ce match 4, mais je ne vais pas rater le match 5. Donc j'ai hâte de voir encore du bon basket. C'est cool qu'on ait encore du bon basket jusqu'à la fin du mois de juin, donc c'est top.
Ouais. Non, mais et puis chapeau à Monaco d'avoir infléchi, d'avoir renversé la tendance, parce que c'est vrai qu'après les deux premiers matchs, le premier match où ils n'avaient pas vraiment existé, le deuxième où ils prennent une énorme défaite, j'imaginais pas forcément qu'ils auraient les ressources, sachant qu'il n'y a pas Mike James qui joue, enfin, quand on connaît les absents, je n'étais pas certain qu'ils auraient les ressources pour revenir à égalité dans ce match. Juste un petit mot sur Matthew Strazel, là, qui a été excellent encore hier. Qui confirme tout le bien qu'on pense de lui. Donc, le match de mardi, effectivement, il vaudra son pesant d'or. Yes, mardi, match 5 entre Monaco et Paris. On va s'arrêter là, les gars. Merci beaucoup, Fred. Encore une fois, c'était un plaisir tout au Merci long à de vous, ces les gars. finales de t'avoir pour les débriefs d'après-match. C'était top. Je pense que ça, je sais pas si tu as fait gaffe aux commentaires, mais je pense que ça a beaucoup plu à beaucoup de monde. Merci à tous d'ailleurs aussi de continuer à nous suivre. Hein. On ne sait pas parce que la saison s'arrête les matchs s'arrêtent, que la saison s'arrête pour le coup, pardon, c'est pas très clair, mais vous avez suivi ce que je voulais dire. Les CQFR continuent parce qu'il y a la draft qui arrive, c'est déjà mercredi soir, il y a évidemment la free agency, les transferts, donc on sera encore au rendez-vous demain matin et cet après-midi, comme je le disais, pour un podcast où on parlera justement du trade de Kevin Durant. Bonne journée à tous, ciao ciao. Salut. Ciao.